Toutes ces photos ont été prises à Barcelone et shootées avec l'iPhone 16 Pro Max. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pareil chez vous. Car ce guide n'a qu'un seul et unique objectif, vous aider à tirer pleinement parti des possibilités offertes par votre iPhone en matière de photos. Et autant vous prévenir, on a du boulot. Si vous pensez qu'il suffit d'appuyer sur un déclencheur pour prendre de bonnes photos, vous vous trompez lourdement. Pour donner le meilleur de lui-même, un appareil photo doit être correctement configuré. Cela vaut pour votre boîtier ou votre compact, mais également pour votre iPhone. Dans un premier temps, vous allez donc devoir vous familiariser avec ces réglages. Toutefois, la vie étant bien faite, toutes les options dont vous avez besoin se trouvent dans le même menu, et donc dans le menu dévolu à l'appareil photo. Commençons avec les formats. L'iPhone en supporte 3. Le JPEG pour tous les formats standards et le HEIF et le DNG pour le format Apple ProRAW. Et la principale différence ici se situe au niveau de la gestion des couleurs. Le JPEG s'en tient à du 8 bits contre du 10 bits pour le HEIF et du 12 bits pour le DNG. Concrètement donc, les photos shootées en HEIF et en DNG afficheront plus de couleurs, ce qui se traduira par des variations tonales un petit peu plus fines et par des dégradés beaucoup plus propres. Ces formats sont donc très intéressants, mais ils ont deux défauts notables. Ils sont beaucoup plus lourds et les photos prises en HEIF ou en DNG prendront plus de place sur l'iPhone. Accessoirement, ils nécessiteront aussi un traitement supplémentaire. Pour en tirer pleinement parti, il faudra en effet les développer sur Photomator ou Lightroom. Ici donc, c'est à moduler en fonction de vos besoins, en fonction de vos attentes. Le JPEG, franchement, est très pratique et c'est le format idéal pour partager du contenu sur les réseaux sociaux. Et je vous rassure, on peut obtenir de très bons résultats dans ce format. Toutes les photos prises à Barcelone ont été shootées en JPEG. Le HEIF et le DNG, et donc le ProRAW, permettra d'aller beaucoup plus loin, mais cela nécessitera aussi plus de travail, plus d'investissement de votre part. Et maintenant que les choses sont un petit peu plus claires, on peut passer à l'étape de la configuration. Rendez-vous dans les réglages et dans le menu dévolu à l'appareil photo. Une fois que vous y êtes, descendez un peu et tapez sur le bouton des formats. En haut, l'iPhone vous laissera le choix entre deux options, haute efficacité et le plus compatible. Je vous recommande de sélectionner la première. Elle vous permettra de shooter en HEIF, ce qui vous donnera accès aux trois formats évoqués plus haut, le JPEG en mode standard et le DNG ou le HEIF en basculant en ProRAW. Attention par contre car le HEIF n'est pas encore lu par toutes les plateformes et par toutes les applications. Si vous rencontrez des problèmes sur votre logiciel, alors il faudra revenir dans le menu et basculer l'option sur le plus compatible. Et là pour le coup, vous pourrez shooter en JPEG pour le format standard et en JPEG aussi, ou en DNG pour le format Apple ProRAW. Passons maintenant à la définition, une définition qui dépendra principalement du modèle de votre iPhone. Les derniers proposent trois définitions différentes. Le 12 millions de pixels, le 24 millions de pixels et le 48 millions de pixels. Mais dans les faits, bien sûr, tout va dépendre du format choisi et tout va aussi dépendre de la focale sur laquelle vous travaillez. Certains capteurs ne pourront pas dépasser les 12 millions de pixels de définition. Alors chaque définition a son avantage. Lorsque l'iPhone shoot en 12 millions de pixels sur son capteur principal, un capteur offrant une définition totale de 48 millions de pixels, il va fusionner 4 pixels en un pour augmenter sa sensibilité et récupérer davantage de lumière. À pleine définition, il produira une image plus grande et plus détaillée, une image idéale pour les grands tirages, par exemple. En revanche, en basse luminosité, les résultats seront beaucoup plus brouillons et les photos perdront en précision. Quant au mode 24 millions de pixels, il vient se positionner entre les deux. Il offre une gamme dynamique un petit peu plus étendue que le mode 12 millions de pixels et il souffre moins des mauvaises conditions lumineuses que le mode 48 millions de pixels. Côté réglage, je vous rassure, vous n'avez pas grand chose à faire. Retournez dans le menu de l'appareil photo. Allez de nouveau dans le sous-menu consacré au format et portez votre attention sur la partie intitulée mode photo. Tapez dessus. L'iPhone vous proposera de choisir entre deux définitions, 12 ou 24 millions de pixels. Et ici, je vous recommande de basculer en 24 millions de pixels. Et si je vous le recommande, ce n'est pas pour rien, car l'iPhone basculera de toute manière en 12 millions de pixels lorsque la lumière ambiante viendra à manquer. Par contre, et j'insiste lourdement là-dessus, ce choix de définition ne vaut que pour le capteur principal de l'iPhone et pour le mode de prise de vue standard. Et là, vous allez me dire que j'ai expliqué il y a 2 minutes que l'iPhone pouvait aussi shooter en 48 millions de pixels. Alors je vous rassure, je ne vous ai pas menti. Seulement pour atteindre cette pleine définition, il faudra basculer en ProRAW. Il n'y a qu'en ProRAW que vous pourrez shooter dans cette définition. Et c'est donc la raison pour laquelle cette option n'est pas proposée dans ce menu.
Une magnifique transition pour rebondir sur les options relatives à Apple ProRAW. La première chose à faire sera d'activer le bouton dédié dans l'appareil photo. Revenez sur l'écran des formats et activez simplement l'option sobrement intitulée « Commande de résolution et Apple ProRAW ». Alors c'est un bon début, mais ce n'est pas fini car nous allons aussi devoir configurer le format utilisé par le ProRAW. Tapez sur le bouton Format Pro par défaut. L'iPhone va vous renvoyer vers un nouvel écran divisé en deux parties. Tout en haut, vous allez pouvoir définir le format Pro utilisé par défaut. Et ici, tout va dépendre de l'option sélectionnée lors de l'étape précédente. Si vous avez opté pour la meilleure efficacité, vous aurez le choix entre un total de 3 options. HEIF Max jusqu'à 48 millions de pixels, ProRAW 12 millions de pixels et ProRAW Max jusqu'à 48 millions de pixels. Dans le cas contraire, le HEIF laissera sa place au JPEG Max. Les deux autres formats, par contre, ne changeront pas. Et je vous rassure, vous pourrez tout à fait changer de mode directement en passant par l'appareil photo, et je vais vous expliquer après comment faire. Quoi qu'il en soit, je vous recommande d'activer par défaut le ProRAW Max. Il est le plus efficace. C'est lui qui propose la meilleure gamme dynamique, et il vous permettra en plus d'atteindre la pleine définition de vos capteurs. Sur un iPhone 16 Pro ou un iPhone 16 Pro Max, vous pourrez donc monter à 48 millions de pixels sur le grand angle, mais aussi sur l'ultra grand angle. Mais ce n'est pas fini car derrière on va aussi devoir s'occuper des options qui figurent en bas de l'écran. Et là ça va être un petit peu plus compliqué à expliquer. Les options figurant à cet endroit vont nous permettre de définir le format de compression du ProRAW. Et nous aurons une fois encore le choix entre 3 options. JPEG Lossless, JPEG XL Lossless et JPEG XL Lossy. Ces 3 formats donc interviennent sur la compression. En JPEG Lossless, une photo shootée en ProRAW à pleine définition pèsera environ 75 mégas. Oui, c'est énorme, je vous avais prévenu. Avec les 2 autres formats, elle tombera respectivement à 46 mégas et 20 mégas. Alors j'ai eu quelques questions sur ces formats de compression et je vais essayer de simplifier le concept au maximum. À la base, le JPEG XL est un format d'image, un format qui est censé succéder au vieillissant JPEG. Il a pour principal avantage de proposer une meilleure compression sans pour autant rogner sur les détails. Alors tout ça c'est super, mais les options proposées par l'iPhone pour le format Apple ProRAW n'ont absolument rien à voir avec le format d'image. En réalité, elles font allusion au moteur de compression utilisé pour générer les photos. Concrètement donc, si vous sélectionnez JPEG XL Lossless, eh bien vous utiliserez le moteur de compression du JPEG XL pour générer vos fichiers ProRAW, ce qui vous permettra de réduire leur poids sans pour autant perdre en détail. Le JPEG XL Lossy pour sa part utilise exactement le même moteur de compression, mais on va dire qu'il a la main un petit peu plus lourde. La compression sera plus importante, mais cela se traduira aussi par une perte de qualité. Concrètement donc, le JPEG XL Lossless reste le meilleur choix. Le problème c'est qu'il n'est pas supporté par tous les logiciels. Et c'est la raison pour laquelle l'iPhone propose par défaut le moteur de compression JPEG Lossless. Du coup, eh bien, je vous recommande de faire des tests sur vos applications avant de basculer en JPEG XL Lossless. Alors nous avons bien dégrossi, mais il nous reste quelques options importantes à traiter, comme toutes celles qui concernent caméra fusion, et donc la caméra principale de l'iPhone. Cette caméra se compose d'un unique capteur et d'une unique optique, mais elle permet au téléphone de proposer 2 focales principales différentes, le 1 fois et le 2 fois. La seconde est obtenue à partir d'un crop effectué dans le centre du capteur. Elle confère donc un peu plus de flexibilité à l'iPhone. Sauf que les ingénieurs d'Apple n'en sont pas restés là. Ils ont utilisé exactement le même procédé pour intégrer 3 focales différentes au mode 1 fois. Alors oui, c'est un peu le bazar. Concrètement, lorsque vous ouvrez l'appareil photo et que vous tapez sur le 1 fois, vous allez pouvoir basculer entre 3 focales, le 24 mm, le 28 mm et le 35 mm. Ce système est très pratique et il permet par exemple de basculer sur un cadrage plus serré sans pour autant devoir se déplacer, ce qui est idéal par exemple pour les portraits ou la photo urbaine. Et justement, dans les réglages, vous allez pouvoir définir la focale utilisée par défaut sur le mode 1 fois. L'option se trouve assez bas sur la page, dans la partie intitulée capture de photos. En tapant sur le bouton, vous pourrez activer ou désactiver les focales supplémentaires, soit le 28 mm et le 25 mm, mais aussi définir la focale à utiliser par défaut. C'est vraiment très intéressant et ça permettra aux photographes de sélectionner la focale avec laquelle ils se sentent le plus à l'aise. Mais les réglages de l'appareil photo ne servent pas uniquement à définir le format, la définition, le ProRAW ou encore les options relatives à caméra fusion. Ils vous donnent aussi accès à des aides au cadrage. Vous les trouverez toutes dans la partie intitulée composition et elles vous permettront d'activer la grille de composition, le niveau, la mise en mémoire de la caméra avant et l'affichage des éléments hors cadre. La grille de composition est importante.
Une fois activé, l'appareil photo affichera une grille composée de 2 lignes horizontales et de 2 lignes verticales. Elles vous aideront à mieux composer vos photos. Comment ? Eh bien tout simplement en plaçant les éléments importants de votre photo sur une ligne ou à une intersection. Alors bien sûr, en photo, les règles sont faites pour être ignorées. Mais quand on débute, quand on n'est pas encore très à l'aise avec sa caméra, avec son boîtier, avec son iPhone, eh bien cette grille peut être vraiment très intéressante et surtout très pertinente. Et c'est la même chose pour le niveau. Grâce à lui, vous vous assurerez de bien rester droit, ce qui est très pratique dans la photo de paysage, par exemple. La mise en mémoire de la caméra avant peut être utile si vous shootez beaucoup de selfies. Elle permettra de capturer la photo comme vous la voyez dans le cadre de l'appareil photo. Si l'option n'est pas active, alors la photo sera inversée. Quant à l'affichage des éléments hors cadre, il s'agit sans nul doute de l'option la plus utile. Après l'avoir activé, l'appareil photo affichera les zones situées au-delà du cadre de la photo, ce qui vous permettra d'anticiper la prise de vue et de voir arriver, par exemple, un sujet se déplaçant à pied, à vélo ou en voiture. Ensuite, il y a d'autres options qui sont un petit peu moins importantes, mais que vous devez tout de même connaître. Comme les portraits en mode photo par exemple. Si vous activez cette option, et je vous conseille de le faire, alors l'iPhone enregistrera les informations de profondeur de toutes les photos avec un sujet humain ou animal situé au premier plan. Grâce à ce système très ingénieux, vous pourrez basculer d'une photo normale à une photo en mode portrait après la prise de vue et directement depuis photo. Et je vous rassure, je vais vous montrer un petit peu plus loin dans la vidéo comment faire. La correction de l'objectif est aussi importante. Elle limitera la distorsion sur la caméra frontale et l'ultra grand angle pour améliorer la qualité des prises de vue. Je vous conseille également d'activer la commande macro. Une fois que ce sera fait, un bouton apparaîtra lorsque le mode macro s'enclenchera. Un bouton qui vous permettra de le désactiver. Et puis il y a un dernier menu qui va vous faire gagner un temps fou. Il se trouve dans les réglages de l'appareil photo et il s'intitule « Conserver les réglages ». Grâce à lui, vous pourrez indiquer les réglages que l'iPhone doit enregistrer et conserver lorsque l'appareil photo est fermé. Et si vous activez l'option commande de résolution et Apple ProRAW par exemple, et que vous shootez en ProRAW le lundi, eh bien le mode sera aussi activé le mardi lorsque vous ouvrirez de nouveau l'appareil photo. C'est vraiment hyper pratique et ça évite surtout d'avoir à reconfigurer l'appareil photo à chaque ouverture. Voilà donc pour les réglages que vous devez connaître et surtout que vous devez configurer avant de commencer à shooter avec votre iPhone. Alors je sais que ça fait beaucoup, mais le bon côté de la chose, c'est que ça, vous n'aurez à le faire qu'une seule fois. Et maintenant, nous pouvons passer au plus intéressant, à savoir la prise de vue. La prise de vue est ce qui fait la différence entre une photo réussie et une photo loupée. Peu importe en effet que vous ayez le meilleur appareil du monde, ce qui compte réellement c'est l'usage que vous en faites. Cela vaut bien entendu pour les boîtiers pro ou semi-pro, mais aussi pour l'iPhone. Un iPhone qui s'est considérablement enrichi au fil des générations et qui propose désormais de nombreuses options pour nous permettre d'obtenir des photos uniques en leur genre. Commençons par la base. En photo, ce qui compte le plus, c'est la composition. Peu importe que vos images soient techniquement parfaites, le cadre et ce qui s'y trouve comptent plus que tout. Et pour s'améliorer en composition, eh bien, il faut éduquer son œil. Un travail difficile qui nécessite beaucoup d'expérience et donc beaucoup d'échecs. Et ici, malheureusement, je n'ai pas de méthode miracle à partager. La composition a toujours été mon point faible. Pour m'améliorer, j'essaye donc plein de choses. J'expérimente, je tente des perspectives un peu différentes. Et puis à côté, je regarde beaucoup de photos. Des photos prises par de grands photographes. J'essaye de comprendre comment ils ont pensé leurs clichés, comment ils ont pensé leurs scènes. Et accessoirement, quand je regarde un grand film, eh bien je m'amuse à décomposer les scènes en essayant d'y trouver des idées de composition. En gros donc, la composition va s'obtenir progressivement à mesure que vous allez expérimenter, à mesure que vous allez essayer. Plus vous shooterez et meilleur vous serez. En revanche, il est indispensable de se familiariser avec quelques notions comme les focales. Un appareil comme l'iPhone 16 Pro Max se montre très généreux sur ce terrain. Il faut compter avec 3 focales principales, l'ultra grand angle, le grand angle et le téléobjectif. Mais là-dessus, on a aussi des focales supplémentaires, comme le 22 mm, le 28 mm et le 35 mm du mode une fois. Un mode auquel s'ajoute aussi le mode 2 fois, obtenu à partir d'un crop effectué au centre du capteur. Ça fait beaucoup, et forcément, au début,
on s'y perd. Alors concrètement, en photo, ou même en vidéo, chaque focale a son utilité. Elle détermine le champ de vision, mais elle a aussi un impact sur la profondeur de champ, l'impression de distance, ou même la forme des visages. Les visages shootés à l'ultra grand angle seront un peu plus étirés. A contrario, ceux pris avec une longue focale seront plus larges. Ce qui nous amène à une question fondamentale. Quelle focale devez-vous utiliser? Eh bien, tout va dépendre de la scène. Il ne faut pas trop segmenter les choses, c'est vrai, mais en règle générale, les ultra grands angles conviennent bien à la photo de paysage, à la photo d'architecture ou encore à l'astrophotographie. Les grands angles, compris entre 24 et 35 mm, sont idéaux pour la photo de paysage et la photo de rue. Les focales standards, comprises entre 50, 70 ou 80 mm, sont polyvalentes et elles sont très appréciées en portrait ou pour du reportage. Quant aux téléobjectifs, et donc au zoom, ils sont indispensables pour la photo de sport ou la photo animalière, et plus globalement pour tous les cas de figure où le photographe ne peut pas s'approcher du sujet. Mais je le redis une nouvelle fois, en photo, les règles sont faites pour être ignorées. Elles sont faites pour être détournées, et rien ne vous empêche de shooter un portrait avec un 200 mm. Après, je ne garantis pas le résultat. Ensuite, bien sûr, nous avons les modes de prise de vue. L'iPhone en propose 8, mais ils ne vous serviront pas tous, loin de là. Sur ces 8 modes, 4 sont en effet dévolus à la vidéo et un ne sert que pour les photos spatiales et donc les photos optimisées pour le Vision Pro. De mon côté, je m'en tiens le plus souvent à 2 modes de prise de vue pour la photo, le mode standard et le mode portrait. Alors, quelle est la différence entre ces 2 modes? Eh bien en fait, tout est dans le nom. Le mode photo standard sert pour tout. Le mode portrait va servir pour les portraits. La principale différence entre ces 2 modes, c'est que le mode portrait va être capable d'isoler le sujet en générant un flou d'arrière-plan, ce qui peut être sympa quand on photographie un animal, son enfant, ou même un objet, et qu'on souhaite le mettre en valeur. Très concrètement, le mode portrait va générer ce que l'on appelle un bokeh, plus communément connu sous le nom de flou d'arrière-plan. L'iPhone va donc détacher le sujet de son fond, comme je le disais, pour le faire ressortir. En revanche, et c'est important de le préciser, le flou d'arrière-plan du mode portrait n'est pas obtenu de façon naturelle. Pour générer du flou, il faut des optiques à grande ouverture et de gros capteurs, des éléments dont sont dépourvus les iPhones. Ce flou est donc généré de façon artificielle par des algorithmes, ce qui veut également dire qu'il peut être perfectible. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir le doser en fonction de vos besoins. Et ça, on en parle après. Allons maintenant un petit peu plus loin et focalisons-nous sur le mode standard, un mode qui est très complexe et qui propose de nombreuses options différentes. La première fonction à connaître, c'est l'ajustement de la mise au point et de l'exposition. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, l'iPhone va analyser automatiquement la scène pour mieux la comprendre. Il va alors choisir de faire le point sur un objet et il va ajuster l'exposition en conséquence. L'exposition est donc la quantité de lumière qui vient taper contre le capteur. Mais vous pouvez bien entendu prendre la main sur ces 2 éléments. Pour modifier la mise au point, il suffira de taper sur le sujet que vous voulez voir net. L'iPhone fera alors la mise au point et l'objet sera encadré par un carré jaune. Un carré accompagné d'une barre verticale avec un soleil. Ce fameux soleil servira quant à lui à régler l'exposition. Vous pourrez éclaircir ou assombrir la scène en le tirant vers le haut ou vers le bas. Et ce qui est très cool, c'est qu'Apple permet aussi de verrouiller ces 2 réglages très facilement. Il suffira de faire un appui prolongé sur l'écran à l'endroit où vous souhaitez faire la mise au point. L'iPhone affichera alors un message en haut dans un carré jaune, verrouillage AE/AF. À partir de ce moment, le téléphone conservera le même point de focus et la même exposition, y compris si vous photographiez autre chose. Pour déverrouiller ces réglages, vous devrez simplement taper ailleurs sur l'écran. Alors pourquoi bloquer la mise au point et l'exposition? Eh bien tout simplement pour recomposer votre scène. Une fois que vous avez verrouillé ces 2 éléments, eh bien vous pouvez déplacer votre iPhone, un petit peu, dans un sens ou dans l'autre, pour modifier votre cadrage. Ça aide à tester des choses différentes sans pour autant perdre ni le focus ni l'exposition. La sélection des focales est plus simple à comprendre. Elle se présente sous la forme d'une série d'icônes intégrées en bas, au-dessus du déclencheur. Vous n'aurez qu'à taper sur la focale de votre choix pour basculer dessus. Mais ce n'est pas fini. Si vous tapez plusieurs fois sur le une fois, vous alternerez, comme je l'avais dit, entre les focales proposées par Camera Fusion, et donc entre un 24 mm, un 28 mm et un 35 mm. Et si vous laissez votre doigt appuyer sur un des boutons des focales, l'iPhone affichera une roue crantée pour vous permettre de choisir des focales intermédiaires. Vous pourrez également accéder au zoom numérique et monter jusqu'à un grossissement en 25 fois. Un zoom numérique qui d'ailleurs n'est pas mauvais. En revanche, lorsque les conditions lumineuses seront difficiles, en soirée, la nuit, il vaudrait mieux ne pas dépasser les 10 fois sous peine de se retrouver avec des photos
très dégradé. Peu de choses à dire sur le déclencheur. Un appui simple lancera la capture de la scène. Vous pouvez également maintenir votre doigt dessus pour enregistrer une séquence, mais ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Notez également que le déclencheur est encadré par 2 éléments. Celui de gauche servira à afficher les dernières photos capturées, celui de droite à basculer sur la caméra frontale. La barre située tout en haut est plus intéressante. Elle permet d'accéder à des options très utiles comme le flash, le mode nuit, le ProRAW, les live photos et enfin les styles photographiques. Le bouton du flash servira à activer ou à désactiver le flash, un flash bien pensé d'ailleurs. Apple utilise en effet 2 lumières, une lumière blanche et une lumière ambrée. Grâce à ce système, le téléphone est capable d'ajuster la température en fonction de l'environnement, ce qui lui permet de mieux respecter la tonalité de la peau. Mais surtout depuis les iPhone 14 Pro, le flash est adaptatif. Il se compose de 9 LED et il peut donc doser sa puissance en fonction de la distance entre l'appareil photo et le sujet. Apple Insider a d'ailleurs dédié un dossier hyper complet à ce sujet et je vous mets le lien en description, enfin si j'y pense. Le bouton du mode nuit n'apparaîtra qu'en cas de besoin et donc lorsque les conditions lumineuses s'y prêtent. Vous n'aurez en revanche pas beaucoup de possibilités. Le temps d'exposition sera géré automatiquement par l'iPhone. De votre côté, vous pourrez juste choisir d'activer ou de désactiver ce mode. La commande du ProRAW est plus intéressante. Si vous tapez une fois dessus, vous pourrez activer ou désactiver le mode. Jusque-là, rien de très trépidant. Mais voilà, un appui prolongé sur le bouton vous donnera accès à d'autres modes. Vous pourrez alors basculer vers le RAW Max, le HEIF ou JPEG Max et le RAW 12. A noter que seul le RAW Max et le HEIF ou JPEG Max permettent de shooter à pleine définition et donc en 48 millions de pixels. Les 2 autres modes s'en tiendront pour leur part à 12 millions de pixels. Autre point important à souligner, vous ne pourrez shooter en 48 millions de pixels que sur des capteurs qui atteignent cette définition. Et c'est évidemment logique. Et comme je le disais, sur l'iPhone 16 Pro ou l'iPhone 16 Pro Max, vous n'aurez que 2 focales capables d'atteindre cette définition, l'ultra grand angle et le grand angle. Et donc le 0,5 fois et le 1 fois. Et sur les modèles précédents, malheureusement, il n'y avait que le grand angle qui permettait de shooter en 48 millions de pixels, et donc uniquement le mode une fois. Ensuite, nous avons un bouton qui est dévolu au live photo. Ces photos animées introduites par Apple quelques années en arrière. Vous pouvez appuyer une fois dessus pour les activer ou les désactiver. Alors si vous ne les connaissez pas encore, les live photos combinent une image fixe et une brève vidéo de 3 secondes. L'iPhone enregistre en effet 1,5 seconde avant le déclenchement et 1,5 seconde après. De votre côté, vous vous retrouvez ensuite avec une photo capable de s'animer lorsqu'on appuie dessus. Alors je ne vais pas dire que ça sert à rien, mais clairement je ne fais pas partie de la cible des live photos et c'est la raison pour laquelle je n'y ai jamais recours. Et la dernière icône alors, tout le monde ne l'aura pas. Elle renvoie en effet vers les styles photographiques, des styles uniquement présents sur les iPhones les plus récents. Mais nous en reparlerons un peu plus tard dans la vidéo. Il y a en revanche un dernier élément que vous devez connaître, la barre de raccourci cachée. Pour la faire apparaître, rien de compliqué. Il suffit soit de taper sur la flèche présente tout en haut, soit de faire un glissement vers le haut à partir de la zone située au-dessus du déclencheur. 6 icônes apparaîtront alors. Les 3 premières, vous les connaissez déjà. Elles renvoient vers le flash, le mode nuit et les live photos. Exactement comme les icônes situées tout en haut, mais à une différence près. Celles-là vous donneront accès à un peu plus de réglage. Le flash, par exemple, pourrait être activé ou désactivé, mais aussi configuré en automatique. Même chose pour les live photos. Pour le mode nuit, ce sera encore mieux puisque ce bouton vous permettra de prendre la main sur la durée d'exposition. Enfin, presque. En réalité, vous aurez le choix entre 3 options. Vous pourrez soit désactiver le mode, soit le pousser en automatique, soit le pousser en manuel à la durée maximum proposée par l'iPhone. Et cette durée sera imposée par le téléphone. Elle dépendra en effet des conditions de prise de vue. Mais les 3 dernières icônes sont aussi intéressantes. La première servira à changer le format de la prise de vue avec 3 options au choix. 4/3, 16/9 ou bien carré. Le 4/3 reste évidemment le format standard, mais le 16/9 vous permettra d'obtenir un effet un peu plus cinématographique. Quant au format carré, eh bien il sera sans doute le moins utilisé, mais il pourra être intéressant dans certains cas et notamment pour donner un look Polaroid à nos photos. La deuxième icône renvoie vers la compensation de l'exposition. Elle vous permettra d'assombrir ou d'éclaircir l'ensemble de la scène. Je trouve cette option très intéressante pour la photo de nuit par exemple. L'iPhone a souvent tendance à éclaircir artificiellement la scène photographiée. Avec ce bouton, nous pourrons l'assombrir pour conserver l'ambiance nocturne. Quant à la dernière icône, elle donne tout simplement accès au retardateur. Elle vous permettra ainsi de shooter avec 3, 5 ou 10 secondes de retard, ce qui peut être par exemple très pratique si vous voulez apparaître vous aussi sur la photo,
que vous êtes en train de prendre. Et voilà donc pour le tour d'horizon du mode standard. Alors oui, c'était long, il y avait beaucoup de choses à dire, mais maintenant vous savez tout ce que vous pouvez faire avec ce mode. Ensuite, nous avons le mode portrait, un mode qui est aussi complexe et qui propose des options, des fonctions que l'on ne trouve pas ailleurs. Les fonctions relatives à l'exposition, à la mise au point et au verrouillage de ces deux éléments répondent présents, de même pour celles du flash et des styles photographiques. Toutefois, derrière, on a aussi quelques options spécifiques à sa propre nature. La première que vous devez connaître a trait aux éclairages. Tout en bas, au-dessus du déclencheur, vous allez trouver une série de plusieurs icônes placées sur un axe horizontal. Elles vous permettront de modifier l'éclairage général pour donner un aspect unique à vos portraits, avec un total de 6 modes préenregistrés. Éclairage naturel, éclairage de studio, éclairage des contours, éclairage de scène mono, et enfin éclairage high-key mono. Chaque éclairage a sa propre ambiance. Certains accentueront les contrastes, d'autres les contours. Les éclairages de scène mono et éclairage high-key mono sont un petit peu à part. Ils supprimeront en effet le cadre pour se focaliser sur le portrait. La photo finale montrera donc le visage de votre sujet, entouré d'un noir profond ou d'un blanc immaculé. Alors ces options d'éclairage sont hyper intéressantes, mais en ce qui me concerne, je vous conseille de rester sur l'éclairage naturel, sur l'éclairage standard, et de faire ensuite vos retouches en post-production. Vous aurez des résultats bien plus professionnels. Malheureusement, les algorithmes utilisés pour générer ces éclairages ont parfois la main un petit peu lourde, notamment au niveau du découpage du sujet. Vous allez également trouver un bouton situé à gauche de ces modes d'éclairage. Il permet de régler le niveau de zoom avec 3 options possibles, 1 fois, 2 fois et 5 fois. Ici encore, tout va dépendre de ce que vous voulez obtenir. Plus le niveau de zoom sera élevé et plus le portrait sera serré. Si vous souhaitez inscrire votre sujet dans son environnement, il sera préférable de rester sur les modes 1 fois ou 2 fois. En revanche, si vous voulez vous focaliser sur son expression et donc sur ses émotions, il vaudra mieux basculer sur le 5 fois. Mais il nous reste encore une fonction à évoquer, une fonction très importante. Cette dernière est accessible par le biais du bouton F situé tout en haut sur la droite ou par le biais d'un défilement du bas vers le haut à partir de la zone située au-dessus du déclencheur. Elle occupe un rôle central dans le mode portrait puisqu'elle va vous permettre de modifier le niveau de flou d'arrière-plan de vos clichés. Plus la valeur sera petite et plus le flou sera prononcé. A contrario, plus elle sera importante et plus le fond sera net. Alors si vous faites un petit peu de photos, bien sûr, vous ne manquerez pas d'établir un parallèle avec l'ouverture de vos optiques. Apple utilise exactement la même dénomination, la même nomenclature. Quand on regarde ces réglages, on voit que l'iPhone peut shooter à une ouverture comprise entre f1.4 et f16. Mais voilà, ce système d'ouverture n'est qu'une émulation. L'ouverture des optiques présentes à bord des iPhones est fixe. C'est donc par le biais des algorithmes que l'iPhone arrive à augmenter ou réduire son ouverture. Et cela tombe sous le sens, mais les flous générés par l'iPhone sont beaucoup moins naturels que ceux que l'on obtient avec un capteur grand format et une optique à grande ouverture. Je vous recommande donc de bien doser le niveau de flou. N'allez pas trop loin, ne partez pas sur du f1.4 à chaque fois parce que le résultat sera peu naturel. La bonne nouvelle, c'est que vous pourrez modifier justement cette quantité de flou après le déclenchement. Mais ça, on en parle aussi plus tard. Le mode macro a longtemps été réservé au modèle Pro, mais tout a changé cette année avec l'avènement des iPhone 16. Désormais, les 4 modèles proposent ce mode de prise de vue. Son fonctionnement est très simple. Le mode macro s'active de lui-même lorsque le téléphone est placé très près de son sujet. La focale va changer et une icône représentant une petite fleur va apparaître en bas sur la gauche. Alors par contre, suivant votre configuration, il est possible que ce bouton reste grisé. Dans ce cas, il faudra taper dessus pour activer le mode macro. Le plus difficile sera ensuite de bien placer l'iPhone. Pour ce faire, il sera préférable de prendre appui sur ses doigts et de rapprocher doucement l'iPhone de son sujet. En revanche, attention car si vous voulez prendre des photos en macro qui en imposent, vous aurez besoin de beaucoup de lumière. Il sera donc préférable de shooter en plein soleil ou éventuellement d'investir dans une lampe pour vos photos en intérieur. Passons maintenant au ProRAW, un ProRAW qui n'est disponible que sur le mode de prise de vue
standard. On ne peut pas l'activer pour les portraits. Et pour basculer en ProRAW, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller chercher la petite icône qui se trouve tout en haut de l'écran et de taper dessus. Comme je l'ai expliqué un petit peu avant, une pression prolongée permettra de modifier le format et de basculer sur le ProRAW 12, le ProRAW Max ou le HUIF JPEG Max. Seuls ces deux derniers modes permettent de shooter à pleine définition. Alors ensuite, il y a peu de choses à dire sur le mode ProRAW, si ce n'est qu'il ne s'agit pas d'un mode RAW traditionnel. En réalité, c'est un format hybride qui a été développé par Apple. Un format qui va bien générer un fichier RAW, mais en reprenant le traitement logiciel de la marque. Concrètement donc, les photos shootées en ProRAW donneront l'impression d'être parfaitement normales. L'exposition, les couleurs, il n'y aura pas de différence visible au premier coup d'œil. En revanche, le ProRAW montrera toute l'étendue de ses possibilités en post-production et donc lorsque les photos seront importées dans un logiciel de retouche comme Lightroom ou Photomator. Le format offrira plus de contrôle sur le plan créatif et les modifications apportées ne seront pas destructives. Ce qui nous amène finalement à une question fondamentale, faut-il shooter constamment en ProRAW? La réponse est simple et directe, non. En réalité, tout va dépendre de ce que vous voulez faire avec vos images. Le ProRAW est très lourd, il n'est pas supporté par toutes les plateformes, et il s'adresse surtout aux pros et aux semi-pros qui ont envie de développer leurs clichés pour leur donner un look unique, et qui sont prêts à y passer des heures. C'est donc un format qui va s'imposer par exemple pour un travail en studio, ou pour des images que vous souhaitez imprimer, voire vendre. Pour tout le reste, le JPEG, et donc le mode standard, suffira amplement. Et cela vaut également pour les photos que vous allez partager sur les réseaux sociaux. Le JPEG, vraiment, ne doit pas être sous-estimé, on peut faire plein de choses avec, et encore plus avec les styles photographiques. Les styles photographiques qui sont une des grandes nouveautés apportées par les iPhones les plus récents. Ils sont disponibles sur le mode standard et sur le mode portrait pour toutes les focales, y compris pour la caméra frontale. L'accès au style photographique est assez simple, il suffit d'appuyer sur le bouton présent en haut sur la droite. L'iPhone changera alors l'interface et nous pourrons naviguer au sein des styles en effectuant des balayages horizontaux. Point intéressant, nous pourrons directement voir le résultat à l'écran puisque le style sera appliqué à la scène cadrée. Apple nous laisse également l'embarras du choix. En tout, 14 styles différents sont proposés. Ils interviendront sur différents aspects de l'image, la teinte bien sûr, mais aussi la saturation ou encore la température. Mais en plus de tout ça, en bas, nous trouverons aussi un petit pad et une réglette qui nous permettront d'ajuster chaque style à notre convenance. Il y a d'ailleurs un point très important à souligner. Les styles photographiques ne fonctionnent pas du tout comme des filtres. Ils s'appuient en effet sur l'ISP et donc sur le processeur d'image des iPhones pour appliquer sélectivement des effets aux images. Les filtres, de leur côté, se contentent d'appliquer des modifications à l'ensemble de la photo. Les styles sont donc plus subtils et surtout plus intelligents. Apple analyse en effet l'image avant de les appliquer, et elle les dose en fonction de ce qui a été pris en photo. Autre chose, les styles photographiques ne sont pas destructifs. On peut donc les changer, les modifier après la prise de vue. Et ça change vraiment tout. La prise de vue est importante, elle est même primordiale, mais elle ne fait pas tout. Il y a en effet une autre étape à ne pas sous-estimer, l'édition des images. Ici, bien sûr, ce ne sont pas les solutions logicielles qui manquent. Lightroom est sans doute la plus connue de toutes, mais il existe des alternatives moins chères, comme Photomator, Luminar Neo ou encore Affinity Photo. Mais je ne vais vous présenter aucun de ces logiciels, non parce que vous avez un autre outil, qui est très bien pour démarrer et qui a en plus l'avantage d'être totalement gratuit. Photo. Et je vais commencer par vous montrer comment accéder aux outils d'édition. Et je vous rassure, c'est plutôt simple. Pour commencer, ouvrez la photo que vous souhaitez éditer en tapant dessus. La photo l'ouvrira en grand. Tout en haut, vous retrouverez toutes les informations habituelles comme la date ou encore le lieu. Portez plutôt votre attention sur ce qui se trouve en bas. Une barre composée de plusieurs icônes vous y attend. Si vous souhaitez afficher les outils d'édition, il suffira de taper sur la troisième icône de l'îlot central, une icône prenant la forme de 3 réglettes. Et à partir de ce moment, vous aurez accès à l'ensemble des fonctions d'édition de photos. Les fonctions en question sont nombreuses, mais Apple a pris soin de les regrouper en 4 sous-ensembles afin de nous faciliter la vie. Tout en bas, vous trouverez ainsi une série de 4 icônes, style, portrait, ajusté et recadré. Alors attention tout de même car ces 4 icônes ne seront pas systématiquement présentes à l'écran. Si vous ouvrez une photo shootée en ProRAW par exemple, ce menu se composera de seulement 3 icônes, ajusté, filtre
et recadré. Les styles et les options liées au mode portrait ne sont effectivement pas disponibles pour ce format. Autre point que vous devez garder à l'esprit, les modifications apportées à une photo doivent impérativement être sauvegardées pour être appliquées. Une fois les outils d'édition ouverts, vous trouverez tout en haut de l'écran 2 boutons pour annuler les changements apportés à l'image ou les valider. Et maintenant, nous allons détailler chacun de ces 4 ensembles de fonctions. Et on commence avec les styles photographiques. Je le disais un petit peu plus tôt, mais les styles photographiques sont uniquement présents sur les iPhones les plus récents et pour les formats standards. Entendez par là les formats automatiques. Et si vous ne les avez pas de votre côté, il faudra donc vous assurer que vous remplissez bien chacun de ces 2 critères. Après avoir tapé sur l'icône, Photo affichera au-dessus une liste de miniatures correspondant à chacun des 14 styles proposés. Il suffira de les faire défiler pour les affecter à la photo ouverte. Mais ce n'est pas fini. Je le disais avant, mais ces styles peuvent être personnalisés. C'est valable au moment de la prise de vue, mais aussi dans Photo. Si vous tapez une seconde fois sur la miniature du style affecté à la photo, vous verrez apparaître le petit pad et la petite jauge permettant de modifier sa teinte. Et vraiment, ces styles sont géniaux. Ils le sont pour plein de raisons, mais principalement parce qu'ils vont vous aider aussi à éduquer votre œil. Vous allez pouvoir tester plein de combinaisons différentes et finalement ressentir davantage les modifications qu'ils induisent. Et tout ça sans avoir besoin d'ouvrir un logiciel spécialisé. Ensuite, nous avons le menu dévolu au portrait, un menu qui est beaucoup plus complexe. Après l'avoir activé, vous verrez effectivement apparaître plein de nouveaux éléments à l'écran, ce qui peut perturber. En haut, tout à gauche, vous aurez 2 boutons permettant de basculer respectivement sur les éclairages et l'ouverture. Leur fonctionnement est simple, je l'ai déjà détaillé, mais sachez simplement qu'en tapant sur le premier bouton, vous verrez apparaître les effets de lumière en bas. Des effets identiques en tout point à ceux proposés par le mode portrait de l'appareil photo. Le second bouton pour sa part vous renverra vers une réglette servant à modifier la profondeur de champ et encore une fois il s'agit de la même option que celle présente au sein de l'appareil photo. Cette réglette vous permettra donc d'augmenter ou de réduire le flou entourant le sujet. Un sujet que vous allez aussi pouvoir modifier très simplement en tapant dessus dans la photo. La mise au point sera effectivement faite sur l'élément présent dans le cadre jaune présent à l'écran, mais ce dernier peut être facilement déplacé vers un autre sujet. Le téléphone passera alors le focus sur cet élément et il plongera le reste de la scène dans le flou. Grâce à ces outils, vous allez donc pouvoir recomposer totalement votre photo. Rien ne sera figé et le meilleur reste à venir. Car en effet, si vous avez activé l'option, dans les réglages, l'option portrait en mode photo, et je suis sûr que vous l'avez activé parce que je vous avais dit de le faire, eh bien vous pourrez aussi basculer d'une photo prise en mode standard vers une photo prise en mode portrait. Et tout ça sans avoir besoin de la reprendre. Concrètement, si vous ouvrez une photo montrant une personne ou un animal, vous verrez apparaître en haut sur la gauche un bouton discret intitulé « Portrait ». En tapant dessus, l'iPhone affichera un menu avec 2 options, Portrait ou Portrait désactivé. Il suffira de taper sur la première pour basculer une photo prise en mode standard vers une photo de type Portrait. Et vice versa, bien sûr. Ensuite, nous avons les fonctions d'ajustement, des fonctions qui sont très nombreuses et qui sont assez similaires à celles que vous allez retrouver sur les logiciels spécialisés comme Lightroom, Photomator et ainsi de suite. Après avoir tapé sur le bouton Ajuster, vous allez voir apparaître un nouveau bandeau composé de plusieurs icônes sous la photo. Ces dernières donnent accès aux différents modules composant le menu. La première icône activera le mode automatique. L'iPhone corrigera la photo pour afficher le meilleur résultat possible. Une jauge placée en dessous vous permettra de doser le niveau de la correction et donc de l'augmenter ou de la réduire. Les icônes suivantes fonctionnent de la même manière. Elles vous permettront de changer l'exposition de l'image, sa brillance, ses tons clairs, ses ombres, son contraste, sa luminosité, le point noir, la saturation, l'éclat, la température, la teinte, la netteté, la définition, la réduction de bruit ou encore le vignettage. Alors bien sûr, certains outils semblent proches, mais en réalité ils sont tous très différents les uns des autres. L'exposition par exemple modifie la lumière sur l'ensemble de l'image. La brillance pour sa part va se focaliser sur les zones sombres et la luminosité sur les tons moyens. Grâce à ces 2 derniers réglages, vous allez donc pouvoir éclaircir légèrement votre image sans pour autant brûler ces hautes lumières, ce qui peut être très utile pour la photo de paysage avec des ciels très lumineux. Et c'est le même principe pour le point noir et les ombres. Le premier se
focalisera uniquement sur les noirs, le second sur toutes les teintes sombres. La teinte, de son côté, va intervenir sur la couleur prédominante. La température permettra de réchauffer ou de refroidir notre image en modifiant son échelle Kelvin. Quant à la saturation, elle modifiera l'intensité des couleurs. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'aurais aimé le faire, c'est vrai, mais la vidéo est déjà très longue, et en fait, il me faudrait sans doute une demi-heure pour vous expliquer la différence entre chacun de ces réglages. Du coup, j'en parlerai peut-être dans une vidéo future, mais pour l'instant, je vous recommande d'expérimenter, d'essayer, de bidouiller, de bricoler. C'est comme ça que vous allez finir par comprendre l'intérêt réel de chacun de ces réglages. Si vous pensiez que les fonctions de recadrage allaient être un petit peu plus simples, eh bien vous allez être déçus. Là encore, il y a beaucoup de choses à en dire. Après avoir activé ce menu, des repères apparaîtront autour de votre image. Vous pourrez alors la recadrer manuellement en les déplaçant. Toutefois, il faudra aussi compter sur de nouveaux boutons, des boutons globalement répartis en deux ensembles. Tout en haut, vous allez trouver une barre composée de plusieurs icônes. Elles vous permettront respectivement d'appliquer un effet miroir horizontal à l'image, de la pivoter, d'activer le cadrage automatique et de choisir un format spécifique. Si vous tapez sur cette dernière icône, Photo affichera en bas un nouveau bandeau. Il vous permettra de choisir un format global et de basculer d'une photo verticale à une photo horizontale, mais aussi d'imposer un aspect spécifique. Vous pourrez alors vous caler sur le format original de la photo, opter pour une forme libre ou imposer un format à part. Et ici encore, l'iPhone se montre très généreux, il propose de nombreux formats différents, comme un format carré, un format fond d'écran, un format 16/9, un format 5/4, un format 5/7, un format 4/3, un format 5/3 ou un format 3/2. Du moins si vous avez opté pour un format horizontal. Si vous optez pour un recadrage vertical, chacune de ces valeurs sera bien entendu inversée. Donc ça c'est pour la barre du haut, mais vous avez aussi des options en bas. Ces options dépendront de l'outil sélectionné. Lorsqu'il n'y en a aucun, Photo fera simplement remonter 3 boutons. Ils donneront la main sur l'inclinaison de l'image et sa géométrie. Une géométrie logiquement répartie sur 2 axes, horizontale ou verticale. Grâce à ces fonctions, vous pourrez donc redresser, réaligner ou recomposer votre image. Si je peux me permettre un dernier conseil, c'est d'user et d'abuser de la fonction de recadrage automatique, avec le petit bouton qui est situé tout en haut. Cette fonction est vraiment redoutable car elle s'appuie sur une IA développée spécialement pour l'occasion. En gros donc, l'iPhone va recadrer l'image en fonction de ce qu'il estime être le sujet le plus important qui y figure. Et ça, mine de rien, ça aide aussi à éduquer son œil. Ce long guide touche à sa fin et vous devriez désormais vous sentir un peu plus à l'aise avec l'appareil photo de votre iPhone. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir un peu plus tard et à vous focaliser sur le chapitre qui vous pose problème. Et avant de vous laisser, j'ai envie de vous donner un dernier conseil. Expérimentez. Expérimentez le plus possible, même si vos photos ne sont pas terribles, et même si vous avez un peu l'impression de tourner en rond. La photo est comme tout le reste, elle s'apprend avec le temps et avec l'expérience. Et pour réussir un jour, il faut accepter d'échouer pendant longtemps. Je tiens également à profiter de cette vidéo pour remercier personnellement tous les sponsors qui m'ont accompagné durant l'année. Alors cette vidéo, en l'occurrence, n'est pas réalisée dans le cadre d'un partenariat, mais elle n'aurait jamais vu le jour sans leur aide. Pour vous donner une idée du travail qu'il y a derrière, j'ai commencé à écrire son script en septembre. Il m'a fallu 2 mois pour le finaliser. Entre-temps, je l'ai réécrit plusieurs fois, j'avoue. Ensuite, j'ai passé 1 semaine pour le tournage et entre 3 et 4 jours pour le montage. Et je pense qu'il est important de rappeler que le contenu gratuit sur Internet a aussi un prix. Il s'exprime parfois en euros, mais aussi parfois en heures, en jours ou en semaines. Je remercie donc mes partenaires sans qui rien ne serait possible, mais je vous remercie vous aussi pour l'accueil que vous réservez à mes vidéos. Nous venons en effet de dépasser les 100 000 abonnés, et disons-le clairement, pour moi c'est quelque chose d'incroyable. Je n'aurais jamais imaginé, en me lançant sur YouTube, arriver un jour à réunir une telle communauté. Et d'ailleurs, je vous spoil un peu, mais j'ai une grosse annonce prévue d'ici la fin du mois. Bref, merci pour tout, du fond du cœur. Je vais m'arrêter là, et comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, on lâche un petit like, un petit partage, on s'abonne à la chaîne, et en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une excellente semaine, ou un très bon week-end. Et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus, ici, mais également ailleurs. Ciao.